Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et merci de nous retrouver pour cette émission Bonjour d'Algérie. Et oui, Bonjour d'Algérie est sponsorisé par Coral Peinture. Nous allons être accompagnés par Coral Peinture tout au long de cette émission, cette matinée, ensemble, en tout cas avec nos invités et surtout nos rubriques habituelles. Le mardi matin, donc aujourd'hui, nous sommes le 10 novembre. Nous serons ensemble avec nos rubriques habituelles, à commencer par la rubrique littéraire. Jawdet Gessouma aujourd'hui, il fera un gros plan sur une jeune auteure. Il s'agit donc de Jalila Hadjarbali qui viendra nous parler de son premier roman, c'est intitulé L'écorce. Il nous en parlera. Il parlera aussi de son univers littéraire, bien entendu. Nous allons bien sûr parler de santé avec un représentant de la radio algérienne, la radio chaîne 3, spécialiste santé au niveau de la chaîne 3. Il s'agit de Hassan Chemej qui sera sur notre plateau pour nous parler du Covid et bien sûr son évolution et bien entendu donner des conseils, continuer toujours à informer la population, parler bien entendu de ce confinement, surtout des gestes barrières absolument indispensables pour éviter d'être contaminé. Nous parlerons également science avec cette journée mondiale de la science. Nous aurons à cet effet Madame Habiba Adrias qui est la directrice du laboratoire LRIA. Bien sûr, nous parlerons de son travail au quotidien au sein donc de ce laboratoire de l'intelligence artificielle. Nous verrons aussi son portrait à travers bien entendu un reportage. Et puis on parlera également rentrée scolaire et ce nouveau programme appelé l'enseignement hybride. C'est tout nouveau, ça vient de paraître et bien sûr les enfants vont bénéficier de ce nouveau enseignement, cet enseignement hybride. Après l'enseignement à distance, une nouvelle aussi technique d'information et surtout de communication avec les enfants et avec les enseignants. Tout ceci sera développé à travers la rubrique pédagogie de Fella Abraz. Et bien entendu, tout cela sera bien entendu ponctué de reportages et surtout de spots pour ne pas oublier les gestes barrières concernant le Covid-19. Voilà. On a pu apprécier cette chanson, vous écoutez cette chanson, en tout cas cette musique de Mourad, ancien musicien de la télévision algérienne qui est établi au Canada. On le salue par la même occasion, j'espère qu'il nous regarde et qu'il nous écoute, lui qui faisait des préludes pour la télévision algérienne. Menned qui s'appelait. Voilà. Allez, on vous laisse tout de suite en compagnie de la météo présentée par Amel Haribi ce matin. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, aynama kuntum. Voilà, Amel. Voilà, il faudrait que je porte des lunettes, hein, je vois mal. Au lieu de lire Menned, j'ai lu Mourad. Voilà. Alors, il va faire beau aujourd'hui? Un peu, un tout petit peu. Mais il y aura des passages nuageux quand même. D'accord. Il y avait une toute petite pluie ce matin. Très fine, hein, très fine. Oui. Même on pour cet pensait après-midi. Que ça y est, c'était parti pour toute la matinée. C'est passager, hein, c'est passager. D'accord. On vous écoute. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura des passages nuageux sur pratiquement l'ensemble des régions nord, avec toutefois quelques faibles pluies sur les côtes centres. Les régions intérieures, on aura toujours des passages nuageux également, avec des foyers orageux qui peuvent engendrer des pluies localement assez marquées, mais en soirée sur les régions intérieures du centre qui peuvent déborder près des côtes centre-est, et des pluies orageuses également assez marquées sur les hauteurs de l'est et qui peuvent évoluer sur les côtes entre Béjaïa et Skida en cours de nuit. La moitié sud, le ciel restera partiellement nuageux sur le Bécharoua, le Nord Sahara, avec des orages qui peuvent engendrer quelques pluies durant la journée. Plutôt voilé sur les oasis, ailleurs rien à signaler. Le ciel restera dégagé à partiellement voilé avec des soulames de sable cette fois-ci vers le Sahara central et l'extrême sud.
Eh bien, durant l'après-midi, on accusera une baisse sensible par rapport à hier. Et Météo Algérie a prévu un minimum de 18 degrés du côté d'Al Bayad et Djelfa, 23 vers Alger, également à Naba, 22 degrés à Oran, 24 du côté de Relizane, 23 à Constantine, 22 degrés à Batna, au sud 26 Biskra, 30 degrés à Gardaya, 22 Béchar, 27 à Elizi, 26 degrés Tamanrasset et Janet, 31 à Insalah, également à l'extrême sud, et enfin 33 degrés le maximum cette fois-ci à Adrar. On va voir l'état de la mer durant cette journée. Eh bien, on aura une mer plutôt calme sur pratiquement l'ensemble des régions côtières, calme un peu agité sur les côtes est, des vents qui varient entre 10 et 20 km/h sur les côtes ouest et centre et 20 à 30 km/h sur les côtes est de secteur ouest à nord-ouest. On va faire un petit voyage cette fois-ci du côté de l'Europe où le ciel restera plutôt gris, plus exactement à Moscou et Vienne, des pluies attendues à Paris, des passages nuageux à Madrid, Berlin également, Lisbonne, Berlin et Istanbul. Le soleil sera bel et bien présent à Rome. Le mercure affichera 4 degrés seulement à Moscou, 7 à Kiev, 8 à Berlin et Vienne, 15 à Londres, 16 à Paris, également Madrid, 18 Lisbonne, Istanbul et enfin le maximum cette fois-ci à Rome avec 21 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, vous savez tout sur les nouvelles du ciel de cette matinée et surtout de cette journée grâce à vous Amel. Merci Amel. Merci beaucoup. On vous laisse repartir, on vous dit bonne journée. Également. Et puis tout à l'heure à midi et 19h, on aura d'autres bulletins météo. Eh bien on va commencer avec une belle chanson Nostalgie qui nous rappelle aussi quelques bons moments avec notre regretté artiste Hadji Rabali. L'air. ما صدق من مسكين بسبب داع وشكون اللي يطفي هاد المشهد ما نرقد الليل سهر والقلب مثلي راهو داب مطراقك ما نرقد الليل سهر والقلب مثلي راهو داب وشحال وانا نستنى فيك صابر وشحال وانا نستنى فيك صابر وما فاتني الصبر يا الاحباب وعلاش خبرك طول وطاليا وخلاني وحدي في العذاب مصوني من مشكين باب دايا وشكون اللي يطفي هاد المشهاب وتفرح القلب وتهني شحال وانا نستنى فيك ترجع وتفرح القلب وتهني لا جواب جاني منك بغيت نسمع لا جواب جاني منك بغيت نسمع وتفرح القلب وترضي وعلاش خبرك طول والطالية وخلاني وحدي في العذاب وعلاش خبرك طول والطالية وخلاني وحدي في العذاب ما صدق من مسكين بسبب داع وشكون اللي يطفي هاد المشهد
صاغر والقلب مثلي راهو تعب بفراقك ما نرقد الليل صاغر والقلب مثلي راهو تعب وشحال وانا نستنى فيك صابر وشحال وانا نستنى فيك صابر وما فاتني الصبر. Ça va faire plaisir à beaucoup de nostalgiques qui vont apprécier surtout les paroles de cette chanson. On salue aussi tous ceux qui aiment aussi notre patrimoine musical. Ce matin, vous êtes avec nous dans Bonjour d'Algérie. Bienvenue à vous tous. Et en tout cas, on retrouve notre première rubrique littérature aujourd'hui. Et la rubrique littéraire avec Djaoudet Gessouma. Bonjour Djaoudet. Bonjour. Comme chaque mardi matin, vous êtes au rendez-vous, toujours pour nous faire voyager à travers, bien sûr, les plumes algériennes, même sous la pluie. Voilà, comment ça va? Ça va, oui, ça va. Très bien. On a choisi une belle chanson, hein? Oui, oui. On parlait de la gestuelle, on parlait aussi de la tenue de nos artistes. Effectivement. Aussi très, très jolie. C'est une belle composition, une belle prestation, puisqu'il y a les musiciens, il y a le public. L'orchestre aussi, acquis, algérien. Il y a voilà, les paroles qui sont belles et un patrimoine qu'on doit renouveler musical. À tout prix. Tout à fait, tout à fait. Alors, on va parler d'une jeune auteure, en fait. Pas si jeune, mais bon. Oui, on peut dire ça. Premier roman, on va dire. Voilà, premier roman. Donc, elle nous vient. De Djalila. Alors, elle, oui, c'est un personnage. Hein. Vraiment, quand vous rencontrez cette personne, c'est la réincarnation de Tin Hinan. Hein. Sauf qu'elle ne boite pas. Parce que Tin Hinan, on dit qu'elle boitait, vu qu'elle m'a trouvé. Et donc voilà, c'est vraiment la réincarnation de Tin Hinan. C'est une dame formidable. Pleine d'énergie. Pleine d'énergie, mais a avec toujours voulu travailler plutôt Djalila Hadjarbali. Voilà. Voilà. C'est ça. On ne l'avait pas cité, hein, il fallait qu'on la cite. Oui, mais en général, je fais un teasing avant pour faire désirer les choses. Voilà, pour les faire monter. Voilà, vous m'avez cassé un mari. Je vais aller dans un coin pleurer. Donc oui, c'est un personnage vraiment fascinant, parce qu'elle est très paradoxale. Il y a beaucoup de force tranquille en elle. C'est vrai. Donc Hadjarbali. Et bien sûr, c'est un pseudo qui est très évocateur. Donc Hajar avec notre tradition coranique, Zamzam, Hajar, Ismaël et tout. Et aussi une partie qu'elle a pris de loin de Médine, de Assia Djbar. Donc le pseudo, c'est pas une nouvelle identité, mais c'est une identité qui lui permet d'aller vers l'extérieur, parce qu'elle a eu beaucoup de problèmes pour écrire de l'intime vers le public. Une mathématicienne. Une mathématicienne. Hein, ça ne s'invente pas. Ouais. Et on en a rencontré pas mal depuis dans la littérature algérienne. Oui. Ouais. Et donc, elle a enseigné à un certain moment les mathématiques à l'université de Bab-Zoua. Donc, c'est un personnage très pragmatique, très objectif et tout, mais avec une fantaisie incroyable. Incroyable et donc, très attachante, parce qu'elle travaillait avec nous aussi, elle a eu l'occasion d'être parmi les équipes de Canal Algérie, elle venait aussi représenter son association, hein, Chrysalite. Voilà, avec lesquels il y avait toute une bande de joyeux épris de littérature et de théâtre. Et aussi de cinéma, donc beaucoup de cafés littéraires, d'animation, des choses comme ça. Très intéressant. Donc elle a très peu produit, mais elle a produit d'une manière fulgurante. Beaucoup de textes de théâtre. En 2009 et ici, puisqu'elle a beaucoup fait aussi de collaboration avec des associations un peu de l'autre rive. En 2014, elle est venue avec Trop tard. Mais c'est pas trop tard, c'est jamais trop tard pour bien faire, surtout dans la littérature. Un recueil de huit nouvelles, assez noir, ou alors dans une atmosphère un peu entre deux, comme on dirait, entre chien et loup, comme on dirait pour les journées. Et donc elle vient d'une manière nouvelle et en même temps mûrie. Voilà, c'était plus ça, c'est-à-dire elle a pris le temps de produire un premier roman qui fait près de 280 pages et qui s'appelle Écorce. Voilà. Donc elle va écrire ce roman qui est très bien reçu par la critique, que ce soit
ici ou outre-mer, comme je disais tout à l'heure. Et ce roman est très bien écrit. Et il définit, il nous met dans l'ambiance d'une saga familiale sous la figure tutélaire symbolique de Baya, l'artiste peintre. L'artiste peintre, elle a été choisie exprès. Voilà. Mais quand on entre dans ce livre, c'est comme si c'était... Donc l'incipit nous emmène à 2016 où il y a une histoire avec 3 générations de femmes. Donc on a la grand-mère qui est Baya, qui est adolescente dans les années 30. Ensuite Fatima, la grand-mère, c'est-à-dire la fille de Baya. Ensuite Maryam. Donc on a une déclinaison d'une génération sur 3 femmes. Donc le roman est construit avec ces 3 femmes. Il est construit sur une notion un peu que je définirai après. Et donc, dans cette énonciation, il y a 3 femmes. 3 forces féminines. 3 forces féminines. Et le petit garçon qui est Nour, qui a 23 ans et qui est étudiant en mathématiques. Il va passer une thèse en mathématiques. Donc, au fil de la lecture, on va avoir plein de rebondissements, puisque l'écriture tombe sur des pistes, sur des escales, et ça repart sur d'autres escales. De temps en temps, ça revient. Et il y a dans toute cette atmosphère une sorte de chrysalide, d'ailleurs, comme l'association que surtout, et de non-dits. Dans cette chrysalide, on voit comme ça de l'extérieur des choses qui bougent, qui se meuvent, qui sont vivantes, qui sont en devenir, mais qui sont étouffantes. Donc, Hajar Bali a construit son roman sur un secret principal. Le secret, on sait qu'il y a un secret, mais après, il va se révéler au fur et à mesure. Et on ne va pas le divulguer ce matin, hein, si, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est la manière de le dire qui est plus importante. Le secret-là est une chose que Hajar Bali a annoncé exprès pour nous mener d'une piste à l'autre. Sauf qu'elle ponctue, c'est une petite maline comme écrivaine, elle ponctue son livre de pointes comme ça symboliques qui sont vraiment très intéressantes à lire. C'est vraiment un roman très bien écrit, ça très bien écrit, on peut le dire. C'est pour ça que ça a duré. Voilà, et donc elle va nous décliner un peu une galerie de personnages à travers l'histoire avec des petites pointes. Par exemple, elle va décrire, Baya va se raconter en 1935 quand une famille va venir, une famille de bourgeois de Constantine, donc elle choisit ces villes exprès pour qu'elles aient une charge symbolique. D'accord. Constantine, Tlemcen, ça a été vraiment parmi des villes qui ont été bourgeoises. Donc symboliquement, elle va inscrire le destin de cette Baya dans cette bourgeoisie constantinoise. Et puis elle va dire, juste elle les entend parler par exemple, et on va entendre manifeste, donc les amis du manifeste. Donc on a des pistes, on ne sait pas est-ce que ces bourgeois sont pro-français, sont pro-coloniaux, contre, est-ce qu'ils sont entre deux, parce que c'est un peu comme La nuit à peur du soleil de Mustafa Badia, qui a été un film où il a inscrit cette bourgeoisie dans l'entre-deux. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Et donc elle va inscrire les yeux bleus de ce mari qui est en seconde noce pour qu'elle ait juste un enfant. Et puis toute cette succession de choses va nous donner un récit vraiment sur écorce, le livre, qui est très intéressant. Qui vont nous tenir en haleine peut-être tout le long. Oui, parce que le dénouement de ces énigmes a des liens inextricables entre eux. C'est vraiment très bien écrit dans cette mesure où aussi on sait très bien que Hajar Bali est aussi une dramaturge. Donc elle sait bien construire les personnages, elle sait. Et puis elle a un roman réaliste sur le style, mais avec des pointes, des pistes ésotériques qui sont issues du réalisme. Et c'est ce qui est très intéressant. Et puis il y a une figure tutélaire qui est le figuier. C'est peut-être la seule figure masculine, réelle, qui est le fil rouge de... Il y a des éléments symboliques où elle interpelle l'eau. L'eau, par exemple, Baya va toujours demander un verre d'eau. Il y a des éléments symboliques comme ça. Très difficile à décortiquer, quelquefois. Mais c'est un plaisir jouissif de lire ce livre parce qu'il est
il est justement simple et complexe à la fois. Et accessible à tout le monde, Oui. parce qu'on va tous se reconnaître dans cet aspect réaliste. Tout à fait. Alors, il a déjà fait l'objet d'un café littéraire, ça a été donc Oui, présenté. oui, il y a au une niveau, édition aussi française chez Ouais. Belfond avec une autre couverture complètement inexplicable. C'est une fille qui vend des oranges, alors que Oui, là, oui, on a l'a Baya. vu, oui. Ouais, c'est assez étrange, mais bon, les lois du marketing littéraire C'est vrai. sont, C'est ce sont qu'on ce qu'elles voit, sont, là, hein. donc voilà. Exactement. Donc, On en parlera un jour, voilà. hein, c'est toute une Voilà. thématique aussi à développer. Voilà. Alors, c'est un livre qui a déjà été présenté donc, par, Oui, bien sûr. au il est niveau passé donc, de l'Arbre à dire, à la radio. librairie Il y a eu aussi. tout un débat où elle explique justement, Hajar Bali, toute cette notion du passage de l'intime vers le public. Oui. Parce que ceux qui connaissent un peu l'écrivaine savent qu'il y a des petites choses. Oui. Et on revient toujours aux mathématiques. Aux Surtout. mathématiques, oui, La bien thèse sûr. en mathématiques Puis Nour, du elle a petit beaucoup Nour. de personnages ambivalents, c'est-à-dire qui ne sont pas... Les personnages masculins peuvent être faibles, mais il y a des passages, c'est-à-dire il y a la masculinité chez les femmes, il y a de la féminité. Par exemple, Nour est un nom ambivalent, Oui. c'est fille, garçon. Porté par un garçon, Porté, pour une fille. voilà, donc il y a toujours il y a par exemple ce personnage du premier, enfin du mari de Baya, dans les années 30, qui pleure le jour de sa nuit de noces. On ne sait pas si c'est un amour perdu, un homme ou une femme, parce qu'il pleure et c'est une manière ambiguë. Oh, il y a les yeux bleus de ce personnage on ne sait pas. C'est une symbolique aussi qu'il appartient peut-être à l'autre camp, c'est-à-dire à la France, par exemple. Il y a plein d'éléments qu'elle met comme ça, C'est qu'elle très- dispatche, qui sont Très vraiment recherché. très recherchés et écrits d'une manière, pour un premier roman, Voilà. c'est vraiment une découverte et je pense qu'elle aurait mérité un meilleur succès. Je ne prescris pas les prix, mais un succès du moins beaucoup plus public. Plus retentissant. Plus peut-être, retentissant à parce que travers, les l'écriture médias. est vraiment savoureuse. L'écriture, la lecture de ce roman est vraiment savoureuse par cette dénonciation d'une partie de l'Algérie, d'un destin algérien de 1935 à nos jours, avec tout intégrisme, dessinée noire, D'ailleurs, elle a féminisme, vécu tout ça, matriarcat, Jalila, patriarcat, elle-même, hein. tout ça, C'est oui. pourquoi, à Oui, travers bien sûr, son association Chrysalide, elle a toujours C'est défendu ça. la culture Et la algérienne. chrysalide explose justement Tout à en fait. révélant tous les secrets et toutes les parties, Les les tenants et les composantes aboutissants, hein, de voilà, chaque de chose. cette chrysalide étouffante qui finira par exploser un jour en donnant la papillon. vie. Bah Voilà, oui, en voilà. donnant la vie. C'est très beau, hein, c'est très bien dit, bien choisi. Alors c'est vrai que Jalila a toujours donc travaillé avec beaucoup donc de passion quand elle défendait donc son association, quand elle en parlait, quand à travers il réalisait donc des cafés littéraires, il réalisait des pièces théâtrales avec Nafa Al-Joundi qui était là et qui faisait l'émission Souriez à la vie. Il y avait Iman Segni, il y avait Rajab Moussaoui, Karim Moussaoui, qui a Rajab aussi Mali avec toute une équipe. toute une belle Qui équipe. compte, mais qui a fait, chacun a eu pluridisciplinaire un aujourd'hui. destin qui est très intéressant, c'est dire la force de ces choses. Exactement. L'association continue toujours. Oui, on la voit souvent, c'est-à-dire pas avec la même forme, mais avec les réseaux et tout, maintenant c'est devenu. Et puis, dites, si vous la rencontrez, Hajar Bali, dites-lui un compliment et vous aurez un bouquet de fleurs dans ce sourire un peu en coin, un peu ironique qu'elle vous fait. Sage. C'est en même temps la sagesse et un aspect un peu coquin, hein, on peut le dire, où elle vous fait un petit On sourire l'a vu en coin photo, hein. qui est vraiment formidable. Voilà, on l'a vu en photo. C'est une dame d'une beauté extraordinaire, que ce soit voilà. physique, que ce soit... Elle a toujours un aspect bienveillant et c'est formidable cette modestie, Oui, c'est vrai, due elle a une à grande modestie, des grands c'est vrai. écrivains ou à des futurs grands écrivains. Ça, je prédis, entre guillemets, un destin avenir. vraiment d'écriture et de littérature très fort pour cette dame à qui on rend hommage. En tout cas, on la salue ce matin. J'espère Voilà. qu'elle a regardé cette chronique, votre chronique. Oh, il y aura et que toujours j'espère qu'elle aura- le téléphone. Voilà, et j'espère qu'elle aura Voilà. apprécié tout ce que vous avez bouche donc à dit oreille qui va- sur elle et bien entendu son ouvrage. J'espère que donc ce premier roman, ça ne sera pas donc le dernier. Ça s'appelle L'Écorce, c'est bien Mais sûr. le meilleur on aura- hommage, c'est qu'il soit lu, ce roman. D'accord. Voilà. Et C'est voilà. que le public, Vous c'est nous que avez le donné lecteur, envie, c'est lui hein. qui En tout qui cas, vous avez décide. réussi
aussi à nous donc, donner envie de le prendre et de pouvoir le lire entièrement. En plus, c'est un petit livre, il n'est pas Oui, oui, gros. non, très, L'histoire pas très cher, est voilà. très attirante et ça donne envie d'aller comprendre un petit peu tous les méandres, bien sûr, de cette histoire. Alors, parler donc de Jalila, parler aussi de son ouvrage et peut-être parler aussi de cette difficulté aujourd'hui d'être visible à travers les médias, être visible parce qu'il n'y a pas beaucoup de cafés littéraires aujourd'hui, en ce moment. Il faut des espaces, nous avons de rencontres. Nous avons les critères de production et les éditeurs sont en train de ramer un peu pour essayer justement de diffuser. Et la diffusion, ce n'est pas juste mettre le livre dans la librairie. Non. C'est de donner accès. Parce qu'il y a une erreur fondamentale que je déteste, c'est de dire qu'il n'y a pas de lecteurs en Algérie. C'est très faux, voilà. C'est l'énervement qui me fait dire ça. C'est faux. Il faut juste mettre à la disposition des livres. Vous avez à l'étranger des espaces dans lesquels vous vous mettez par terre et vous lisez les livres que vous voulez. En Amérique, vous avez une bibliothèque pour, je ne sais pas, quand même pas 1000 habitants. Vous allez, si le livre ne vous plaît pas, vous le rendez, même si c'est... Et donc, ils savent que c'est juste pour faire lire les gens. On est toujours attiré par un livre. Voilà, hein. voilà. Et là, moi, je me souviens, en 1,50 dinar, j'allais prendre les livres que je voulais. Donc, on peut diffuser les livres de plusieurs manières. Voilà, très jeune déjà. Dans des espaces de lecture, même alternatifs. Et c'est ça. La diffusion. Il y a eu de très belles initiatives qu'on a pu voir à travers les réseaux sociaux, des petites bibliothèques ambulantes. Il y a même des foires d'échange, des choses comme ça au niveau du lecteur justement. Et il faut développer ces choses-là. Très bien. En tout cas, on a été ravis de faire connaissance avec ce premier roman de Jalila Hadjarbali. C'est donc Écorce. Vous pouvez le retrouver au niveau des éditions Barzakh, c'est ça? Barzakh, non, il est partout. Hein. Et partout, il est disponible des bonnes librairies. Alors, on va demander à tous nos invités aujourd'hui de commenter les images. Alors, regardez, une image qui va peut-être vous faire réagir, Jawdet. Allez-y. Oui, je vois des couleurs. Ouais. C'est parce que normalement j'ai un moniteur en face. Mais là, il n'est pas très loin. Oui, alors c'est la transmission du Covid, c'est ça. Oui, donc il n'est jamais trop tard justement vous n'avez pas de bavette. Le premier est en rouge parce qu'il n'a pas de bavette et vous recevez une évolution tous les poussillons et toutes ces aérosols donc, qui se baladent forcément entre les deux personnes. Il y en a un autre qui donc, porte une bavette, l'autre non. Donc il est en orange. Et donc, il y a un orange clair. C'est-à-dire là, au résultat, on m'a mis le moniteur. Merci à toute l'équipe. Voilà, très bien. C'est plus clair? Voilà, c'est plus clair. Oui, donc il y a une évolution du rouge vers le vert. Et il faut faire très attention. Le résultat, c'est que pour commenter, pour dire les choses, il faut qu'il y ait la distanciation sociale minimum d'1 mètre. C'est ça. Et les deux qu'ils aient un masque. Parce qu'il y a toujours un risque si l'un des deux ne porte pas un masque. C'est ça? Exact, tout à fait, tout à fait. Voilà, donc il faut que tout le monde porte un masque, si c'est possible, le gel, se laver les mains ou mettre un gel hydraulique et surtout, la distanciation et aussi le port du masque. Obligatoire. Ça sauve la vie et je peux vous dire, il y a dans nos entourages des gens qui ont été touchés par la Covid, pardon. Quand ils vous parlent, je vous jure que c'est terrible, ce qu'ils ont vécu. Par la même occasion, on salue notre ami Karim, Karim qui est en ce moment qui se soigne. On lui souhaite prompt rétablissement d'ailleurs. Ça rentre dans l'ordre. Voilà, Inch'Allah. Merci Jawdet. Merci. À mardi prochain. Excellente journée. On va rester bien sûr dans cette prévention et surtout rappel alors toujours pour ce qui est concernant la distanciation et les conseils donc de distanciation. Regardez ce spot, on se retrouve juste après.
De retour sur le plateau, nous allons parler justement de cette pandémie mondiale et surtout son arrivée ici en Algérie. Bien, une personne qui a bien suivi cette pandémie, c'est bien notre invité de ce matin, Hassan Chemech. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. Très ravi, très content d'être là. Vous êtes notre collègue de la radio Chaîne 3, vous êtes le spécialiste maison donc de santé en fait. Vous me disiez depuis 2009, depuis votre arrivée, vous vous êtes spécialisé dans le domaine médical. Oui, c'est un domaine en fait que j'aime beaucoup. Et je me souviens du premier reportage, c'était au niveau du centre anti-cancer, centre Pierre-Marie Curie. Alors, lorsque j'ai vu les malades qui souffrent, les malades atteints de cancer, et tout le monde sait que les capacités en fait en lit en Algérie sont très réduites. Donc, des malades qui viennent des 4 coins du pays pour des soins au niveau du centre Pierre-Marie Curie. C'est un centre de référence très sollicité. Alors, j'ai vu des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans atteints de cancer, et tout type de cancer en fait. Il y avait des femmes atteintes de cancer de sein. Donc cette image m'est restée à la tête. Donc je me suis dit, tout ce monde a besoin de nous tous. De nous tous. Journalistes, médecins, paramédicales, sensibilisés. Donc je me suis dit, je reste dans ce créneau pour sensibiliser, travailler. Et à chaque fois, j'essaie de me retirer. Je me dis, non, ils ont besoin de nous encore. C'est vrai. Il faut rester, il faut continuer le combat. Est très importante. C'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Encore une fois, c'est un travail donc, de service public que nous sommes en train de faire quotidiennement à travers les beaucoup de service public. Bien sûr, que ce soit au niveau des ondes de la chaîne 3 ou carrément au niveau donc, de la télévision, les médias lourds, là encore une fois, pour encore plus sensibiliser, toucher le maximum de population. Là où je suis, je fais de la sensibilisation. Pas uniquement à la radio. Je le fais à la radio, je le fais même à l'extérieur lorsque je... Et aujourd'hui, vous vous êtes spécialisé, on peut dire que vous êtes le journaliste spécialisé en médecine? En médecine, oui. Carrément. J'essaye. C'est un domaine que j'aime beaucoup. Et chaque jour que le bon Dieu fait, je fais des recherches, je pars à la rencontre des médecins, des paramédicaux, et j'essaie d'apprendre. Voilà, et même sur votre page Facebook. Oui, sur ma page qui est alimentée quotidiennement. Chaque jour que le bon Dieu fait, je pars à la rencontre des professionnels, je fais des vidéos et je les balance sur ma page Facebook pour sensibiliser, dans l'objectif de sensibiliser en fait. On vous connaît partout, hein, les médecins vous connaissent aujourd'hui. Hein. Oui, j'ai beaucoup d'amis. En fait, je travaille beaucoup avec... bien sûr, cette proximité avec le monde médical, c'est très important. Il y a une confiance qui s'installe aujourd'hui. Il y a une réciprocité aussi. Vous donnez l'information, vous ramenez l'information et ça se passe très bien. Aujourd'hui, depuis l'apparition de la Covid ici en Algérie, vous êtes 7 sur 7. Oui, vous depuis l'arrivée depuis l'enregistrement du premier cas Covid-19 en Algérie, c'était le 25 février, et 7 sur 7. Jour de fête, vendredi, week-end, en fait. Pas d'arrêt. Pas d'arrêt. Vous êtes donc dans l'obligation, vous vous sentez dans l'obligation de continuer, de sensibiliser. Informations, informer surtout du taux de contamination. Parce que en fait, c'est un virus qui n'est pas connu. C'est un ennemi qui est en train de tuer. Il contamine, il tue.
Donc, on est en guerre. On est en guerre, et quand on est en guerre, on ne peut que rester mobilisé. Exactement. Chacun de nous doit rester mobilisé à son niveau. Moi, je suis journaliste, je fais mon travail de journaliste, j'informe et je sensibilise. En prenant toutes les précautions nécessaires, bien sûr. Oui, bien Alors, sûr. j'imagine que depuis l'apparition du premier cas, vous l'avez dit, c'était un 25. C'était le 25 février. Voilà, c'était où? Bientôt, on aura 9 mois. Ouais. C'était où? Alors, le premier cas a été enregistré au niveau de la wilaya de Ouargla. C'était un ressortissant italien. Voilà. Juste après, bon, les autorités ont fait le nécessaire. Vite, ils ont identifié les personnes qui étaient en contact, qui ont voyagé et tout. Après, malheureusement, le 3 mars, il y avait l'enregistrement d'un foyer au niveau de la wilaya de Blida. Oui. C'était un ressortissant algérien qui est rentré. Il est venu assister à une fête avec sa fille. Et c'est comme ça que le foyer a démarré. On appelle ça le patient zéro, comment on appelait ça C'est ça, oui. C'est le départ de l'épidémie. Et ensuite, vous avez suivi tout ce cheminement et vous étiez là au niveau donc, des hôpitaux. Oui. On peut dire qu'au début, on ne connaissait pas grand-chose de ce virus, on en avait tous peur, il fallait vraiment prendre énormément de précautions. Aujourd'hui, ça a changé. En fait, les experts, on peut dire qu'on connaît le virus mieux qu'avant. Sa propagation surtout, ce mode de contamination. Et les mesures prises par les hautes autorités du pays, en fait, grâce à ces mesures qu'aujourd'hui l'Algérie n'est pas touchée, n'est pas touchée par rapport à... Ce qu'on avait même par rapport prévu, aux autres pays en Europe et même les pays voisins. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une décision très sage de garder les frontières fermées. C'est important. Et le transport interwilaya, par exemple, là, il est toujours interdit. Les matchs ont été mais malheureusement, sur le terrain, en fait, il y a des mesures prises. On a un comité scientifique, c'est d'éminents professeurs. Ils sont là, ils sont en train de suivre. Et à chaque fois, ils ont des recommandations. Il y a une cellule au niveau du Premier ministère. Mais malheureusement, la population ne respecte pas les gestes barrières. Là, on voit chaque jour, il y a des cortèges, il y a des mariages. Il y a des décès, la semaine passée, il y a quelqu'un qui m'a invité. C'est un très bon ami, il m'a invité à son mariage. J'ai refusé. En fait, je lui ai dit, je suis désolé, vous êtes un bon ami, mais je ne viens pas. Et j'ai même essayé de le sensibiliser, de lui dire, écoutez, vous pouvez reporter. Alors, si vous ne pouvez pas reporter, essayez de faire de vous marier entre familles comme ça. Après, on aura le temps de fêter ça, de faire la fête. Croyez-moi, j'ai pas été. J'espère qu'il comprendra ça. Bien sûr. Parce que, en fait, moi, je suis en fait les recommandations de nos experts. Je suis en contact permanent, quotidien avec les experts du comité scientifique. Ils nous disent qu'il faut éviter les regroupements, éviter même au niveau des cimetières, les funérailles et tout. Il faut éviter d'y aller. Donc je ne peux pas. Et je ne cesse de le dire à l'antenne. En plus de ça, je le dis à l'antenne, je le dis sur ma page Facebook. Après, je vais aller dans une fête, prendre ma famille, et puis il y a le risque est grand. C'est très mauvais en fait. Il faut en fait. Alors, vous êtes avec nous, on va voir tout de suite une interview justement du chef de service de l'hôpital, donc Mustapha, spécialiste du Covid en ce moment, qui prend en charge la Covid-19. On y va, on se retrouve juste après. Professeur Haïl, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'unité Covid à Mustapha. Tout à fait. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de malades, professeur. Vous êtes submergé. On est dépassé par les événements. Avec cette nouvelle vague, on s'attendait un peu à ce qu'il y ait une deuxième vague. Mais là, c'est une vague qui est quand même nettement plus sévère, disons que la première, que ce soit en nombre ou en qualité de malade, qui actuellement, c'est des malades qui relèvent plus de la réanimation et des prises en charge dans les soins intensifs. Actuellement, pratiquement tous les hôpitaux d'Alger sont saturés. On essaie quand même de faire face, mais bon, on demande aussi à la population de nous aider. Parce que tout ça, c'est quoi? C'est le résultat des non-respect des règles de sécurité, ça, de distanciation, le port de la bavette. Et là, on craint aussi le pire. Voilà. On a vu donc le professeur Haïl qui est en charge du Covid, c'est ça? Oui, c'est le professeur Haïl, chef d'unité Covid à Mustapha. Alors, la situation actuelle, il faut le dire, elle est grave, elle est inquiétante et préoccupante. Le virus, il contamine et sur le terrain, les services dédiés à la prise en charge des malades atteints de Covid débordent. Et vous appelez maintenant pour hospitaliser un malade. Je peux vous dire que
vous n'avez pas de chance en fait d'avoir une place, de trouver une place maintenant au niveau de tous les hôpitaux. Et sur le terrain, les structures de santé, les gestionnaires sont en train d'essayer en fait de débloquer, de dégager plus de lits. Mais croyez-moi, c'est ce qu'on a en fait comme solution, mais c'est pas une bonne solution parce que c'est au détriment des malades qui souffrent d'autres pathologies. Si vous prenez par exemple, déjà que tous les services ont été pratiquement pris par les unités Covid, donc il y a priorité au Covid, bien entendu. Aujourd'hui, il y a eu une recrudescence peut-être de la population, c'est-à-dire que de ce Covid, la population n'a pas fait attention, donc ce qui fait qu'il y a eu un autre pic. Vous savez, à un certain moment, il y avait une stabilisation. Il y avait une baisse qui a duré pendant un mois. Alors les gens ont mis dans leur tête qu'on a gagné, que le virus est parti. C'est faux. C'est ce qui est arrivé en Europe aussi. On est en train de payer un petit peu le prix de ce relâchement. Alors le relâchement a commencé, en fait, c'était lorsqu'on a annoncé la date de la rentrée scolaire. Les gens, il y avait cette frénésie d'achat, les gens achetaient c'est une tradition chez nous, les fournitures scolaires et tout. Les vêtements pour les enfants. Et il y avait souvenez-vous, juste après, il y avait les résultats du bac. Alors tout le monde a fêté. Ils étaient contents. Donc là, on est en train de payer. Et le virus, il est encore là. Et sur le terrain, je disais, les services dédiés à la prise en charge du Covid débordent. Et le personnel qui est mobilisé depuis 9 mois, il est épuisé, fatigué. Et énormément de contamination parmi le personnel de santé. Malheureusement, des décès. Il y a eu des pertes. Hier, on a perdu à l'hôpital Mustapha 3 personnels de santé. Et croyez-moi, c'est comme lorsque vous êtes en guerre et vous commencez à perdre vos soldats. Donc c'est l'échec. Vous allez perdre la guerre. Là, on a perdu. Donc il faut vraiment faire attention. Vraiment, mon message à la population, c'est de respecter les gestes barrières et surtout de respecter les mesures préventives mises en place par les hautes autorités du pays. Exactement. Un confinement partiel aussi, il est bon de respecter aussi cette distanciation. C'est une mesure, ces mesures, donc ne pas trop sortir si vous n'avez rien à faire dehors. Essayez donc de réduire les sorties au maximum pour éviter cette contamination et surtout encore plus de cas. Ne sortir que lorsque c'est nécessaire. Voilà. Et on disait en fait, il faut éviter les regroupements. C'est la seule solution pour le moment, en l'absence du vaccin. Exactement. Éviter les regroupements, éviter d'aller dans des fêtes, éviter même les marchés. Et si en fait c'est nécessaire, il faut y aller dans un marché. Il faut porter son masque. Porter son masque et éviter les rapprochements. Il faut respecter la distanciation physique et bien sûr se laver les mains juste après. Tout à fait. Les mains avec du gel hydroalcoolique. On avait eu les bons gestes à une période où, à un certain moment, il y avait... tout le monde avait très peur, donc je pense que les gestes étaient faits de manière spontanée, même nettoyer tous les objets qu'on pouvait sortir ou carrément toutes les courses qu'on faisait étaient passées à l'eau de Javel, donc il y avait ces gestes qu'on faisait quotidiennement. Ces gestes peut-être ont baissé aujourd'hui. Oui. Je disais, en fait, il y avait à un certain moment, il y avait une baisse, les gens croyaient que le virus est parti. Donc, il y a eu un relâchement. Mais croyez-moi, moi, en fait, le fait de rester en contact avec les professeurs, je suis resté sur le même niveau de vigilance. Bien sûr. Parce que vous voyez sur le terrain ce qui se passe. C'est horrible. Croyez-moi, j'ai été il y a 2 jours dans un service Covid. J'ai porté bien sûr le kit avec les médecins, l'aide des médecins et tout. J'ai appris maintenant comment le porter, comment l'enlever. C'est très difficile. On en parlait d'ailleurs, le personnel médical qui souffre de cela. Toute cette tenue qui est donc obligatoire. Donc au départ, ils portaient donc des tenues 4-3 tenues, etc. qu'il fallait absolument garder toute la journée. Très difficile à garder, cette chaleur. Nous, on se plaint juste du masque. Mais eux, c'est toute une tenue, vraiment... Oui. Et il faut même apprendre comment l'enlever aussi. Vous pouvez rentrer, voir les malades et tout. Pour ne pas contaminer. Mais pour l'enlever, vous risquez de toucher, par exemple, quelque part, et puis d'avoir le virus. Il faut apprendre comment enlever les gants, comment enlever le charlotte, le masque, comment enlever le... Et croyez-moi, en une semaine, j'ai fait 3 services Covid. J'ai été à Blida, Fabor, l'hôpital, à l'EPH. Alors, je suis
j'ai accompagné le professeur Yassine Khalbi, que je salue. Alors, croyez-moi, en arrivant à l'intérieur du service, ils étaient tous branchés à de l'oxygène. Oui, c'est terrible. Ils étaient tous branchés à de l'oxygène. D'ailleurs, j'ai pas pu avoir un témoignage d'un malade. Ils étaient là, c'est des malades qui souffraient. Le professeur m'a dit, en fait, il y a des morts, ils succombent malheureusement. Et ce sont des personnes âgées. Qui ont des maladies chroniques. Et ces personnes âgées sont contaminées par des jeunes inconscients, des jeunes qui ne portent pas le masque, qui se lavent pas les mains, qui se déplacent, qui participent à des sorties, à des tournois et tout. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les personnes âgées ou les personnes qui ont des maladies chroniques qui meurent. Il y a aussi des personnes saines qui ne prennent pas en compte cette actuellement, il y a pathologie, beaucoup. En fait, le danger actuellement, c'est en fait les cas asymptomatiques. C'est ça. Il y a beaucoup de jeunes, ils sont atteints, ils ne le savent pas. Même quand ils ont un petit symptôme, ils vont pas consulter, ils vont pas aller faire le test. Ils te disent, on est jeune, on a rien. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de faire des dégâts en contaminant des personnes âgées. On va terminer en disant que le test aussi peut être donc fait un petit peu partout dans les laboratoires. Oui, aujourd'hui, sont nombreux les laboratoires qui font le test. Il y a le test sérologique, le test, il y a le PCR chez le privé et chez le public. Il faut le faire au moindre signe. Quand vous avez un signe, et même en fait, si vous n'avez pas les moyens, vous ne voulez pas vous déplacer à l'hôpital, quand vous avez des signes, restez chez vous, confinés, et contactez un médecin, il peut vous orienter. J'ai vu beaucoup de médecins. Il y a plein de plateformes aujourd'hui qui nous donnent la possibilité de parler à un médecin via Internet, Itabib par exemple, ou bien d'autres sites et plateformes Internet. On va terminer sur une note d'espoir peut-être, avec peut-être la venue du vaccin. Oui, on a vu ça dans les médias. Tout le monde le dit, on a vu hier. Il y a plein de laboratoires qui sont en course aujourd'hui. Qui se battent, Il y a toujours un espoir, et puis d'ici le premier trimestre de l'année prochaine, on aura Inch'Allah le vaccin. Mais d'ici là, il faut rester vigilant, respecter les gestes barrières. Se faire vacciner contre la grippe, surtout pour les personnes vulnérables. Pour les personnes âgées. On en a beaucoup parlé dans notre émission. C'était donc avec une représentante du ministère de la Santé qui était venue nous parler donc de cette campagne qui a été lancée donc ce mois-ci concernant le vaccin de la grippe, qui porte 3 souches cette fois-ci. Non, 4. Quadrivalent. Il est plus efficace. En fait, j'ai vu les gens se demander, en fait, ils disaient il est cher cette année. Il est cher parce qu'il est plus efficace. L'Algérie aujourd'hui a opté pour un quadrivalent. C'est 4 souches. Quand on sait qu'aujourd'hui, le virus de la grippe est un virus très mutant. Oui, qui mute, il est virulent. Donc, c'est pour cela qu'on a opté pour ce vaccin. Il est cher, mais il est efficace. On va sauver pas mal de personnes, en fait. En tout cas, merci beaucoup, Hassan Chemesh. Je rappelle que vous êtes donc journaliste à la radio Chaîne 3. Et puis, parler donc aujourd'hui de Covid, vous êtes bien placé. En tout cas, bon courage à vous, parce que vous êtes là tous les jours, sans arrêt depuis l'apparition de cette pandémie. Merci on va vous faire réagir aussi avant de partir sur cette photo. Allez-y, peut-être. Sur ça. Oui, c'est très important en fait. C'est le risque lorsqu'on porte le masque, lorsqu'on ne le porte pas. Le risque est grand quand on ne porte pas le masque. Il est énorme. 90%. Oui, 90%. Et lorsqu'on est avec une personne qui met le masque, le risque il est à 30%. Il est à 5% lorsque le masque, en fait, même la distanciation, il faut la respecter. Il faut la respecter, la distanciation. Voilà, vous avez tout dit. En tout cas, j'espère que nos émissions seront nécessaires et surtout bien appréciées par un large public, et surtout, ils feront attention, la population fera plus attention. Merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites. J'aime beaucoup, en fait, regarder Bonjour d'Algérie, c'est les différentes rubriques, c'est vraiment intéressant. C'est très gentil. Merci à vous et bon courage surtout. Protégez-vous, faites très attention au quotidien. Allez, on continue. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage. Un portrait qu'a réalisé pour nous Jazia Bayou, qui fait un gros plan sur la dame Habiba Drias, qui est donc chercheur au laboratoire à Bebzouar, au niveau donc du laboratoire donc de l'intelligence artificielle. On se retrouve juste après avec elle. L'architecture des ordinateurs, la compilation des langages informatiques, les systèmes d'exploitation et l'intelligence artificielle n'ont aucun secret pour le professeur Habiba Zarqawi Drias, qui a consacré toute sa vie à la recherche scientifique dans le domaine informatique. C'est en Algérie que l'éminente scientifique a effectué ses premières études et obtenu, en 1980,
le diplôme d'ingénieur d'État en informatique à l'USTHB, Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene. Classée majeure de sa promotion, elle bénéficie d'une bourse d'études au sein de la prestigieuse université américaine Case Western Reserve University de Cleveland. Et c'est en 1992 qu'elle prépare sa thèse de doctorat en informatique à l'université Paris 6. Elle revient en Algérie où elle occupe le poste d'enseignant et chercheur à l'USTHB. Elle occupe également plusieurs postes de responsabilité. De 1995 à 1998, elle dirige l'Institut d'informatique de l'USTHB et obtient le grade de professeur de l'enseignement supérieur en 1999. De 2003 à 2008, elle occupe le poste de directrice générale de l'Institut national d'informatique. Sur le plan de la recherche, plus d'une centaine de publications sont à son actif, dont une vingtaine dans des revues internationales et 75 dans les actes de conférences qui ont eu lieu en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique. On a des publications, on est visible à l'étranger, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Le problème se pose pour la recherche appliquée, celle qui doit être appliquée en Algérie pour le secteur socio-économique. Depuis 2000, elle est à la tête du laboratoire de recherche en intelligence artificielle, ELRIA, de l'USTHB, qu'elle dirige avec beaucoup de passion et de rigueur. Donc, je peux dire que la directrice a joué le bon rôle d'un directeur de projet. Professeur Driès, je trouve qu'elle a un très bon mental, elle est très coriace, elle nous encourage tout le temps. En guise de reconnaissance pour ses travaux et recherches, le prix Scopus Algérie en informatique lui a été décerné en 2013. Et depuis juin 2015, elle est membre fondateur de l'Académie algérienne des sciences et technologies. Et c'est ainsi que le professeur Habiba Driès s'est imposé comme maillon fort dans le monde de la recherche scientifique en Algérie. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Profitez bien sûr de ce confinement, faites des travaux de peinture, pourquoi pas chez vous. C'est avec Coral Peinture, notre sponsor du Bonjour d'Algérie. Eh bien, nous allons accueillir une grande dame qui elle est chercheure, elle a fait ses études ici en Algérie, elle est partie aux États-Unis, ramener le savoir et pouvoir le donner à d'autres jeunes passionnés comme elle. Elle a continué aussi à voyager, et continué à faire des recherches. Elle a fait donc un doctorat en France dans le domaine donc de l'intelligence artificielle. Il s'agit de Habiba Driès. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Et merci pour l'invitation. C'est le mec, marhaba bik. On a pu voir votre portrait à travers donc, le reportage de notre journaliste Jazia Bayou qui retrace un petit peu tout votre parcours et ce travail acharné depuis que vous avez donc fait vos études supérieures ici en Algérie. Hein. Oui, c'est ça. Oui. À Bab-Zouar. Et vous y êtes retourné aujourd'hui. Exactement, voilà. Pour travailler, pour enseigner, faire de la recherche. Et continuer à insuffler à d'autres jeunes cette envie de faire de la recherche. Ouais. C'est important. Oui, c'est vraiment important. Donc, nous avons beaucoup activé au niveau du laboratoire. Nous avons formé des enseignants-chercheurs et par la suite, on a versé pratiquement tout ce qu'on a produit comme connaissances en pédagogie, parce qu'il ne faut pas oublier la pédagogie. Donc, tout ce qu'on a formé comme docteur au niveau de notre laboratoire des docteurs algériens qui ont fait leurs études en Algérie. Et en 2009, donc, nous avons créé un master en intelligence artificielle aussi. C'était nouveau. Ça n'existait pas encore. Oui, au niveau de la pédagogie, c'était nouveau. Oui. Par contre, au niveau de la recherche,
Le laboratoire est créé en 2000, donc vous voyez, ça fait 20 ans. Et vous, ça de fait 20 ans que vous développement. êtes à la tête de ce C'est laboratoire. ça. Dès votre retour, vous avez pris en charge, bien sûr, ce laboratoire. Et vous avez donc... Non? Non, parce que j'ai commencé à enseigner en 84. D'accord. Donc, c'est bien après, parce qu'en fait, les laboratoires ont été créés en Algérie à partir de 2000. Donc, on Voilà. était parmi les premiers laboratoires à être créés. Donc, au départ, on faisait bien sûr de la recherche, mais la recherche n'était pas aussi bien structurée qu'aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec cette connexion qui existe entre les laboratoires du monde entier, les universités du monde entier, nos étudiants, on les trouve, d'ailleurs quand ils viennent, on en reçoit pas mal, ils font partie de clubs scientifiques, etc. Ils ont des interactions formidables avec des chercheurs du monde entier. Exact. Et ça leur permet d'être très passionnés. De s'adapter et d'être à la pointe de la technologie mondiale. Oui, l'intelligence, c'est l'adaptation ça. en tout milieu. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment très bons, hein, ceux qu'on est en train de former. Et ceux qu'on a formés, et qui malheureusement, il y en a beaucoup qui sont partis à l'étranger. Je pense qu'il faut quand même essayer de faire quelque chose pour arrêter cette hémorragie, parce que là, ces derniers temps, on est vraiment en train de la sentir. Ils partent à partir de la licence. Alors qu'avant, ils attendaient d'abord de faire le concours et s'ils ne réussissaient pas, ils partaient à l'étranger. Mais là, dès la licence, dès qu'ils obtiennent le premier diplôme, eh ben, ils partent. Et donc, on travaille parce qu'il ne faut pas oublier. Ça a toujours été le cas, hein, cette matière grise qui partait, donc qui était aussi problématique pour tous. Et aujourd'hui, peut-être donner un univers à ces chercheurs, leur permettre de rester au pays, leur permettre donc d'évoluer dans un univers aussi avec les entreprises qui doivent aussi jouer un rôle très important. Oui, justement, alors dans ce cas, moi j'aimerais bien aussi parler de l'Académie des sciences et des technologies. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la science, justement, qui a été lancée par l'UNESCO en 2001. Et donc, j'aimerais bien parler justement des missions de cette académie qui vont, à mon sens, compléter tout ce qui se fait au niveau de l'enseignement supérieur, du ministère de l'enseignement supérieur, etc. Et le statut de chercheur aussi. Voilà, le développement de la science. Donc, la grande mission, c'est le développement de la science et des technologies. Et il y a une mission qui est très, très importante, justement, c'est de faire le lien entre les différents scientifiques en sciences et technologies, donc créer une synergie entre ces différents chercheurs dans le but justement de garder nos jeunes. Alors, créer cette synergie entre scientifiques des universités algériennes, mais aussi avec le secteur socio-économique. Et donc, c'est cette synergie qui va permettre, à mon sens, et qui n'existe pas encore malheureusement. C'est-à-dire qu'on a fait énormément de travail, mais c'est beaucoup plus des travaux reconnus mondialement, mais qui sont isolés, des publications extraordinaires. On a vu des chercheurs qui, au jour d'aujourd'hui, continuent à faire des pas extraordinaires dans le domaine de la recherche, dans la science. On a pu avoir un chercheur donc, de Béjaïa, qui est donc un chercheur aussi qui a fait un énorme travail donc, sur la Covid, justement. Il a fait une belle découverte sur la Covid et il l'a publié. Ça permet encore une fois d'apporter une pierre à l'édifice concernant la recherche mondiale. Ben, nous, par exemple, nous avons 2 publications sur la Covid récemment. Donc, on a publié. Mais nous, ce n'est pas le côté médical, mais c'est beaucoup plus le côté analyse des données, extraction de la connaissance à partir des données, la modélisation. Voilà, c'est ce qu'on appelle le domaine de la data science. Voilà, les sciences des données. Et nous vivons actuellement, justement, à l'ère des sciences de données. Tout le monde, tous les chercheurs sont concernés par les sciences de données, qu'ils soient physiciens, chimistes, biologistes, parce que nous sommes à l'ère des données qui sont produites par le web, par les réseaux sociaux. Qu'il faut absolument protéger aussi. Hein. Et bien entendu classer et au niveau de l'Envredette, tous ces chercheurs doivent faire attention aussi à leurs recherches et à leurs données. Voilà, c'est ça. Il faut la produire aussi, parce qu'on a, jusqu'à maintenant, on travaille avec des données qui nous viennent d'Internet, mais le contenu algérien en matière de données, il est vierge. On n'a pas énormément de données
algérienne. Donc c'est ce que je dis. Donc cette académie, l'Académie des sciences, va essayer d'intervenir pour contribuer à mettre en place un réseau scientifique algérien. C'est ça. Ouais. Parce que actuellement, vous avez parlé du confrère de Béjaïa. Je suis sûre qu'il travaille uniquement avec les étrangers. Nous, c'est pareil, mais il n'y a aucune interaction entre nous. Et donc, c'est ça qu'il va falloir construire. Construire cette synergie entre... Parce qu'il faut des groupes algériens qui travaillent, il faut une recherche algérienne, une production de connaissances algériennes, pour faire profiter toute la société et d'autre part aussi, par exemple, nous faisons face en ce moment à une problématique, c'est les citations des publications. On produit énormément. Mais on n'est cité que par les étrangers. Moi, personnellement, je suis citée que par les étrangers. Donc, s'il y a ce réseau de scientifiques pour travailler la science algérienne et le contenu des données, parce que c'est très important, et c'est des choses qu'on peut facilement faire. Donc, il faut mettre en place peut-être des structures qui vont tout simplement créer ces datasets. On parle beaucoup de datasets en ce moment, dans tous les domaines. Moi, j'ai déjà encadré dans le domaine commercial. Donc, domaine scientifique, aujourd'hui, par exemple, quand on parle donc, de cette Covid-19, aujourd'hui, qui fait peur à tous les scientifiques du monde, les scientifiques toujours planchent encore aujourd'hui sur ces données. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être des solutions, peut-être algorithmiques, concernant cette recherche aujourd'hui? Oui, par exemple. Vous travaillez en corrélation avec les scientifiques? Oui, les chercheurs, donc on prend bien sûr Alors justement, on essaye d'avoir des collaborations avec des médecins. Moi, j'ai essayé, mais ça ne marche pas, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut vraiment une institution qui dépend, parce que l'Académie dépend de la présidence. Oui. Et donc, l'Académie est là, normalement. Elle est là, mais bon, on fait énormément de choses en distanciel, parce qu'on n'a pas encore un siège, à l'instar des académies à l'étranger. Donc nous sommes membres dans des réseaux d'académies internationaux, comme le réseau africain, le réseau des académies africaines. Et nous avons des chercheurs partout dans le monde qui rayonnent d'ailleurs, et auxquels vous avez donc des contacts, avec lesquels vous avez des contacts, certainement, et qui viennent régulièrement à l'appel donc du pays, qui viennent toujours former, donner des conférences, exact, permettre aussi de participer au jury de soutenance de doctorat. Tout à fait. Donc nous, ce lien, on l'a depuis longtemps, parce que la plupart du temps, c'est nos étudiants qui sont partis à l'étranger, et donc on garde le contact. Donc qui permettent ce transfert de technologie, de connaissances aussi. Oui, on travaille, on publie parfois même ensemble. Donc ça, c'est très positif. Très bien. Alors, on va voir ensemble. Vous avez parlé donc du commercial, donc le projet site commercial. On va le voir ensemble, puisque vous avez parlé donc de ce côté aussi à travers ce reportage signé toujours Jazia Bayou. C'est dans son laboratoire de recherche en intelligence artificielle que le professeur Driès Habiba poursuit l'élaboration de son projet de renseignement sur l'activité commerciale en Algérie. Ce projet entamé en 2018 tente à couvrir le marché algérien dans 3 zones, Alger, Constantine et Oran. Ce projet a démarré en 2018 et il a été financé par la Direction générale de la recherche du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique. On a eu 2 millions de dinars. On a eu la première tranche et là on va bientôt recevoir la deuxième et j'espère la dernière pour finaliser le projet. Et donc c'est un projet de 4 ans. Donc on a encore devant nous un peu plus d'une année pour le terminer. Dans ce projet, j'ai travaillé sur l'entreposage des données qui vise à proposer une infrastructure, surtout intelligente, pour le stockage des données qu'on a pu récolter et donc offrir un accès rapide, surtout au consommateur qui va se connecter, que ce soit sur le site ou sur l'application, et
aussi répondre à ces recherches de façon optimale. Vulgariser l'information commerciale et la rendre accessible aux consommateurs, tel est l'objectif de ce projet qui demande des calculateurs puissants pour le stockage des données. Tout ce qui est commerce, bijoux, habillement, appareils électroniques, nourriture. Alors dans un premier temps, c'est ce qu'on a testé, mais par la suite on peut enrichir, on peut mettre tout le commerce possible. Et vous voyez bien que c'est un projet de grande envergure parce que si on s'intéresse au commerce national, là on va avoir besoin de données, de récolter beaucoup de données. Il nous faut des machines beaucoup plus puissantes pour pouvoir stocker toutes ces données. On est à l'ère du big data. Et aussi une machine qui exécute rapidement l'application. Après avoir finalisé la première étape du projet qui consiste à établir une recherche approfondie sur le marché algérois, l'équipe du professeur Driès tente à présent de travailler sur le marché constantinois avant de passer au marché oranais. Dernière étape du projet qui sera remis en 2021. Un projet que le professeur espère de tout cœur concrétiser avec l'aide d'un opérateur économique. L'important, c'est ça, c'est créer le lien entre l'université et le secteur, le partenaire. Moi, ce que je demande pour mon projet, je demande un partenaire socio-économique. Avec l'appui d'un opérateur économique, la recherche scientifique en Algérie pourra aisément passer du stade théorique au stade pratique, ce qui garantira sans aucun doute la concrétisation de tous les projets scientifiques de grande importance, une aubaine pour les citoyens et l'économie nationale. L'intelligence artificielle, ce n'est pas une pilule qui vous rend temporairement plus intelligent, non. L'intelligence artificielle, ou IA, c'est la pratique qui tend à faire penser les machines. Le terme est apparu pour la première fois lors d'une conférence à l'université de Dartmouth en 1956. Mais le premier exploit de l'intelligence artificielle, c'est quand l'ordinateur Deep Blue bat le génie des échecs Kasparov en 1997. À l'avenir, c'est elle qui nous permettra de nous déplacer dans des voitures autonomes et d'avoir des robots domestiques. Ça vous paraît loin? Pourtant, il y en a déjà partout dans notre quotidien. Par exemple, avec les chatbots, ces programmes intelligents de discussion qui vont permettre à Cyril de régler son problème de machine à laver, même un dimanche soir. Pareil pour Laurent qui peut papoter tranquillement pendant que son nouvel aspirateur fait le ménage tout seul. Et dont le cousin fait la même chose que lui, mais sur le sol de Mars. Ou encore quand Aurélia, qui réalise son prochain film, peut diriger une foule de 1000 personnes grâce à un programme intelligent d'effets spéciaux, alors qu'elle n'a en fait que 2 acteurs. Mais aussi tout simplement quand le smartphone de Dominique lui permet d'envoyer des SMS sans faute d'orthographe avec l'autocorrection, ou de commander un taxi sans les mains grâce à la reconnaissance vocale. Bref, l'intelligence artificielle est partout, mais attention, elle n'empêche pas encore l'erreur humaine. Alors, on a pu voir ce que c'était donc l'intelligence artificielle. On peut s'en servir partout dans le monde aujourd'hui, dans notre vie quotidienne. C'est comme les mathématiques, on s'en sert quotidiennement, n'est-ce pas? Alors, on a pu voir ce reportage aussi qui concerne dans quoi baignent vos étudiants au quotidien et comment est-ce que l'intelligence artificielle facilite la vie aujourd'hui aux consommateurs? Oui, on peut même dire que le monde actuellement est contrôlé par l'intelligence artificielle. Oui. Et donc... Il ne faudrait pas le fameux bug dont tout le monde avait peur en 2000. En 2000, ouais. Oui, ça serait une catastrophe pour tous ces utilisateurs. Exactement. Oui, là, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a cette journée, la journée mondiale de la science, elle a été lancée par l'UNESCO, comme je l'ai dit, pour la paix et le développement. Mais malheureusement, on peut s'attendre à des fléaux et à des problèmes qui sont provoqués par l'intelligence artificielle. Tout à fait, la sécurité des données notamment. La sécurité, mais c'est comme le nucléaire, l'intelligence artificielle. C'est-à-dire quand c'est détenu par des gens qui l'utilisent pour le développement, c'est très bien, mais on peut très bien aussi l'utiliser. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment il faut faire vraiment attention. Et on parle actuellement du dilemme social. Donc, il y a les bienfaits de cette intelligence artificielle, ce que vous venez d'évoquer,
Mais en contrepartie, il faut faire attention parce qu'on voit tous les fléaux de la société d'aujourd'hui, l'addiction au smartphone. Les enfants, ils ne sont pas protégés non plus. Ces réseaux sociaux qui sont vraiment... Et il faut beaucoup d'argent pour développer justement la science, cette intelligence artificielle. Il faut des super ordinateurs. C'est des grands calculateurs qui doivent être placés un petit peu partout au niveau donc, de ces centres de recherche. Oui, c'est vrai que... On parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais on ne parle pas justement du calcul intensif, parce qu'on ne peut pas faire de l'intelligence artificielle sans avoir de gros calculateurs. Super ordinateurs. Donc, c'est des millions de machines qui sont interconnectées entre elles. Et donc, on a pu faire l'observation suivante, c'est que le cerveau humain actuellement n'est pas en train d'évoluer à cause de cela. On est tout le temps en train de travailler sur notre smartphone, mais il faut savoir que ce smartphone est relié à ces millions de machines qui sont interconnectées entre elles, et c'est tout à fait normal qu'ils vont même aller au fond de notre cerveau et faire un peu... tout ce qu'ils veulent. Dommage. Donc il faut vraiment faire attention. Voilà, donc quand c'est bien utilisé, il faut être prudent. Il faut être prudent. Voilà. Et c'est ce côté-là qu'il faut peut-être encore travailler en Algérie, parce que c'est un peu comme la Covid, justement. Il faut qu'on soit conscient. Tout à fait. Pour ne pas... Et bien justement, en parlant de Covid, on a fait réagir tous nos invités à cette image. À vous aussi de le faire. Allez-y. Oui, bon, c'est clair ici qu'il faut... le masque, il est vraiment obligatoire, la distanciation, pareil. Donc, d'après des études qui ont été faites récemment, quand on respecte ces mesures distanciation plus port du masque ou de la bavette chez nous, il y a des études qui disent qu'il y a, c'est vrai, presque 0% de risque. Des statistiques ont prouvé aujourd'hui que justement, il y avait une diminution à chaque fois que les personnes donc, respectaient ces gestes barrières. En tout cas, merci à vous d'être venus sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Vous représentez bien la journée donc, de la science aujourd'hui. On honore donc, tous les chercheurs qui travaillent quotidiennement sur différentes recherches, en tout cas, ici en Algérie ou partout dans le monde. Et bravo à vous, bon courage. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci pour ces encouragements. Merci beaucoup. On salue les petits jeunes aussi qui faisaient partie de votre équipe. Hein. Énormément. Voilà. Merci beaucoup. Je rappelle, Madame Habiba Drias, vous êtes directrice du laboratoire donc, de recherche d'intelligence artificielle. Merci, à très bientôt. On continue. On va recevoir dans un tout petit moment la rubrique pédagogie avec Fela Abras. C'est bon. Sur le plateau du Bonjour d'Algérie, on la retrouve, Fela Abras, comme chaque mardi matin. Elle vient nous parler de ces petits bambins qui ont rejoint les bancs d'école. C'est les petits, les moyens et les plus grands, hein, le lycée. Bonjour Fela. Bonjour Amel. Comment ça va? Très bien, merci. Très bien. On parlait donc de cette utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Que j'ai suivi. Même pour l'enseignement aujourd'hui, c'est important. Voilà, très important. Et on va en parler d'ailleurs. Voilà. Alors, le ministère de l'Éducation nationale, sachez Amel, qu'il a proposé un nouveau plan
en fait, compte, qui sera mise en œuvre incessamment sous peu, dans quelques temps. Ce nouveau plan qui va conjuguer deux méthodes. Celle qui est existante, c'est-à-dire l'enseignement présentiel, l'enseignement classique qu'on connaît, c'est-à-dire les élèves qui partent à l'école. La présence de l'école, l'élève plutôt. L'élève et l'enseignant, voilà, dans les classes de cours. Et puis, nous savons très bien qu'il y a l'enseignement à distance qui s'appuie sur les outils de nouvelles technologies, de communication et d'information. Alors, ce nouveau plan, c'est l'enseignement hybride. C'est quoi l'enseignement hybride? En fait, il combine les deux modes d'enseignement, le classique présentiel et puis celui à distance grâce, bien sûr, à l'Internet, grâce aux nouvelles méthodes technologiques que nous connaissons et de communication et d'information. Comment ça va se passer? Alors, le ministère de l'Éducation nationale a proposé cela récemment, c'était jeudi dernier, et ça va concerner juste le moyen et le secondaire, c'est-à-dire les professeurs, les enseignants des CEM, des collèges, et puis les enseignants des lycées. Juste cela, pas les primaires. Ça va se passer dans un premier temps avec, quand ils mettent en œuvre un outil, cet outil-là, ce sont deux guides numériques, ce sont deux guides déjà qui sont concrets, c'est des petits livrets, mais également numériques, qui seront là pour appuyer cette méthode, ce nouveau mode d'enseignement à distance et présentiel également, hybride, qu'on appelle hybride, pour les enseignants. Alors, cette méthode-là, c'est une nouvelle méthode qu'on n'a jamais utilisée en Algérie, mais qui était quelque part existante. C'est laquelle, en fait, quand vous savez très bien, Amel, dans le temps, il y avait les cours par correspondance. C'est-à-dire, il y a certains élèves, certaines personnes, qu'elles soient âgées ou pas, elles s'inscrivent parce qu'elles travaillent, parce qu'elles ne peuvent pas partir à l'école pour des raisons. On parlait beaucoup plus donc de bacheliers qui passaient leur bac en par exemple, ou ceux qui voulaient refaire, par exemple, c'est des personnes qui étaient à l'université, qui voulaient refaire le baccalauréat, par exemple, ou autre chose, en fait, qui a été inscrite en première année ou deuxième année, en fait, celle du lycée. Voilà, ou des enfants malades qui ne peuvent pas suivre des cours exemple, au niveau qui ne pouvaient pas se déplacer. Alors, ces personnes-là, il y avait déjà, en fait, le mode par correspondance, c'était le CNEG. En fait, on s'inscrivait et au cours de l'année, les élèves, les inscrits, en fait, quand les apprenants, on va appeler les apprenants ça, recevaient les cours par correspondance, c'est-à-dire par courrier. C'était le facteur qui ramenait une enveloppe où il y avait le courrier, il y avait les cours, il y avait les examens, il y avait les devoirs à faire, et par la suite, il y avait les examens où l'élève devait partir à l'école. En fait, c'est une méthode qui était déjà existante. Maintenant, l'hybride, c'est pratiquement la même chose, sauf que les élèves, les collégiens, les lycéens partent à l'école, reviennent à la maison, savant très bien, avec les sous-groupes maintenant, l'emploi du temps est différent. Il y aura l'enseignement à distance. En fait, l'hybride, il va combiner entre les deux. Les personnes vont rester à la maison et ça va se passer à la maison avec leurs enseignants. Pour concrétiser, optimiser l'enseignement hybride, le ministère de l'Éducation nationale a proposé, il dit que cette méthode repose sur des moyens, des nouveaux moyens technologiques numériques, et qui sont. Alors, nous avons l'email, nous avons les réseaux sociaux qu'on connaît, ils sont réellement divers, nous avons les classes virtuelles, les plateformes éducatives, les pages web, le chat et les discussions en ligne, les forums et les vidéos conférences. Nous savons très bien que ces outils-là existent déjà. On les connaît. Est-ce qu'on sait très bien les manier ou pas? Tout s'apprendra avec le temps. Pour les enseignants et pour les élèves, lycéens ou collégiens. Une bonne connexion, que les élèves aient la connexion. C'est très important qu'il y ait une bonne connexion Internet avec un haut débit. Pour cela, le choix des horaires pour cet enseignement hybride, c'est-à-dire les élèves qui sont à la maison et qui vont suivre leurs cours, est très important par rapport à la tranche horaire. Alors, quelles seront les formes, en fait, pour ces cours à distance? Ces formes-là, il y aura les textes en fichier, les textes Word qu'on connaît, en PowerPoint, le fichier PDF, les images, les fichiers audio, les vidéos, les simulations ou encore des DVD ou CD. Ça, on connaît déjà. C'est-à-dire, on va optimiser les moyens que nous connaissons déjà, que nous avons. Simplement, il faudrait qu'il y ait une bonne connexion
Internet, toujours. Et ce qu'on peut dire, c'est que cette génération, ils sont très habiles en matière donc, de ces nouvelles technologies. Hein. Voilà, c'est une génération très habile. Très bien et facilement sur ces Effectivement, réseaux. mais simplement, il faudrait que chacun ait la possibilité de se connecter grâce à un outil, c'est-à-dire un PC, ou un laptop, un ordinateur, un laptop, une tablette ou le téléphone, le smartphone. D'accord. Voilà, il faudrait qu'il y ait ces outils-là pour optimiser l'enseignement hybride, que je rappelle, c'est la combinaison entre l'enseignement à distance et l'enseignement présentiel. Très bien. Simplement, cet enseignement à distance électronique, on l'appelle électronique également, hybride ou numérique, implique l'engagement de qui? De tout le monde, c'est-à-dire et de l'élève qui est chez lui, l'enseignant. Et l'enseignant. C'est l'engagement et la responsabilité. Parce que, en fait, quand ce nouveau mode a beaucoup de points positifs, mais il a des points négatifs. Est-ce qu'il y aura du plagiat? Est-ce que l'élève va réellement être présent? Est-ce qu'il va se déconnecter et dire que je ne vais pas suivre? Parce qu'il y aura des cours, il y aura également des discussions, mais également des exercices à faire. Voilà. Sachant que les plateformes que propose le ministère de l'Éducation nationale, les 5 chaînes youtubeuses qui ont été proposées en avril dernier, elles proposent des cours. Mais également, le ministère de l'Éducation nationale dit aussi qu'il y a beaucoup de chaînes qui proposent maintenant des cours, que ce soit des plateformes dans le cadre du privé ou celles proposées par le ministère de l'Éducation nationale. Les enfants vont suivre. Est-ce qu'ils vont s'appliquer ou pas? Est-ce qu'il y aura, parce qu'il y a l'engagement et la responsabilité individuelle, mais également participative. Parce que ces plateformes-là, tout le monde peut se retrouver, on avait parlé la dernière fois, parce que le ministère de l'Éducation nationale a défini ces outils numériques et plateformes afin d'optimiser l'enseignement hybride. Il y a quoi? Il a optimisé le Gmail filiale de Google. Le Gmail est plus fiable. Le Outlook, le Yahoo, le Google Drive. Nous avons également le Dropbox Business, OneDrive, le Classroom Google, le Zoom Meeting, le Google Meet, le Facebook, le MSN, le YouTube et l'utilisation des liens en URL. En fait, tous ces outils technologiques de nouvelle génération qu'on connaît déjà, parce qu'à chaque fois, qu'on utilise, mais également qui ont été, en fait, ces outils peuvent regrouper jusqu'à 600 personnes. On a vu déjà, c'est-à-dire la télévision, déjà Canal Algérie, la télévision générale, utilise également le Skype. Nous avons utilisé ça pendant le confinement, durant le confinement, pour les émissions, pour contacter des gens. Mais également, sachez que ça va être utilisé également pour les enseignants et les élèves qui pourront suivre cela. Exactement. Alors, là, vous parlez beaucoup donc, de ces nouvelles technologies qui sont apportées à cette génération aussi, qui sont sur les bancs d'école aujourd'hui. On parle aussi de distanciation. Il faut toujours rappeler les gestes barrières au niveau des écoles. Il y a eu donc des cours qui ont été donc donnés dès le premier jour de classe. On va revoir ensemble quelques gestes barrières, encore une fois, pour informer un large public. Regardez.
soyez responsables en voyant bien sûr des images pareilles. Ça vous donnera en tout cas envie de faire vous-même attention, n'est-ce pas? Bien sûr, et comment? Alors, et surtout chez les enfants. Hein. Chez les enfants et puis chez les jeunes, chez les collégiens et chez les lycéens. Je rappelle que le ministère de l'Éducation nationale qui avait préconisé en fait compte ces outils numériques et plateformes via le web pour l'enseignement hybride, suivre ses cours et les exercices et discuter avec son professeur depuis sa maison. Alors, en plus de cela, le ministère de l'Éducation nationale préconise la chaîne El Marlifa qui a été lancée récemment à travers laquelle sont proposés plusieurs cours d'enseignement. Et puis, sachez que les chaînes YouTube où on met, par exemple, on a le Bonjour d'Algérie avait reçu il y a quelques temps, des personnes qui avaient lancé une chaîne, une plateforme et qui propose tous les cours, en fait, tous les cours de A à Z pour toutes les filières et toutes les filiales du lycée et également des cours d'enseignement moyen. En plus de cela, Amel, il faudrait rappeler, comme on vient de le voir sur le spot, ce qui vient de passer, les gestes barrières que chaque élève devrait avoir. C'est vrai qu'il y a les 5 minutes de sensibilisation que le professeur à l'école donne chaque matin, doit présenter chaque matin à l'école, à sa classe de cours, mais également il faudrait penser à l'aération des salles, il faudrait penser à la distanciation d'1,50 m. Et ne pas sortir si vous avez un doute et si vous vous sentez contagieux, restez d'abord chez vous et appelez un médecin à travers les réseaux sociaux ou carrément un proche. Proche. Et pour cela, on parle de l'enseignement hybride. S'il y a un doute, c'est préférable que l'enfant reste chez lui. Voilà. Merci beaucoup. Là, on est arrivé à la fin. On va juste vous demander de réagir tout comme l'ont fait tous nos invités à travers donc, cette image qui va apparaître tout de suite. Allez-y. Un petit mot sur cette image. Prenez... Chacun doit porter son masque et sa bavette et maintenir la distance d'1 mètre ou d'1,50 m. Voilà, c'est clair, hein. Tout est dit. Tout est dit, la vie est très précieuse. Voilà. En couleurs, en chiffres et bien sûr à travers bien sûr les images et le port de masque. Merci beaucoup Fla. C'est moi, On Amel. se donne rendez-vous dès mardi prochain, toujours avec une thématique autour donc, de la pédagogie et de l'école en ce moment. Merci. Eh bien, on est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié cette émission en notre compagnie. On n'oublie pas, cette émission a été donc sponsorisée par Coral Peinture. On vous dit merci à toute l'équipe et puis bonne journée à vous tous. En attendant demain, 8h30, donc 10h. Au revoir et bonne journée. عنبري في سجن ظلام وحصلت هذه الحصلة سبتي وهلاكي هيفا جود لي والتالي كيف نعمل واكل معمول فيدني بعلاج العجلة دواء وقال لي يا عاشق هذا ما هو بعمالي في الحب